Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Instauration d'un cadre de dialogue politique en Guinée, une initiative du président Alpha Condé qui intervient dans un climat politique crispé en raison de la réélection controversée de ce dernier à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'Afrique accélère sa cadence dans la course au vaccin. L'Union africaine vient d'annoncer l'obtention de 400 millions de doses supplémentaires en faveur des pays du continent. Jusqu'à présent, seuls 5 pays ont commencé à vacciner leur population. Et la Banque africaine de développement poursuit son engagement en faveur de l'entrepreneuriat en Mauritanie. Un prêt de plus de 3 millions de dollars vient d'être octroyé au pays pour stimuler la création d'emplois pour les jeunes et l'entrepreneuriat. Mais tout d'abord, un sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est tenu ce vendredi 29 janvier à Luanda, en Angola, pour évoquer la situation actuelle de la Centrafrique. Les chefs d'État présents ont réitéré la validité des élections du 27 décembre 2020, donnant le président sortant, Faustin Archange Touadéra, vainqueur. Ils ont également exhorté les acteurs politiques à recourir aux voies et moyens légaux pour manifester leur contestation. Le président angolais, João Lourenço, aussi président en exercice de cette organisation intergouvernementale, a exhorté les politiques et la société civile centrafricaine à surmonter les divergences qui prévalent dans leur pays pour mettre fin à l'insécurité. Il est à noter qu'un deuxième mini-sommet du genre est prévu à Luanda dans 10 jours. C'est une main tendue de l'exécutif à l'opposition en Guinée. Le président Alpha Condé a annoncé par décret le 27 janvier l'instauration d'un cadre permanent de dialogue, c'est-à-dire d'une plateforme d'échange qui devrait organiser des plénières thématiques chargées ensuite de rendre un rapport. Le paysage sociopolitique guinéen n'a pas manqué de réagir à cette annonce. Nathalie Mauve. Le président Alpha Condé a créé un cadre permanent de dialogue politique et social en Guinée. Cette plateforme, présidée par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, aura pour mission d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux. Le décret présidentiel du 27 janvier 2021 représente pour des observateurs un pas vers la décrispation du climat politique causé par la crise électorale en Guinée. L'exigence d'un cadre permanent de dialogue national a été l'une des recommandations de la dernière mission de la CEDEAO à Conakry. Juste après la crise post-électorale liée à la tenue de ce scrutin présidentiel. Du côté de l'opposition, la crainte est que le cadre défini par le président Alpha Condé soit trop large. Les partis politiques rivaux du pouvoir craignent que des questions majeures ne soient totalement éludées au sein de cette plateforme. Il s'agit notamment de la composition de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et de la Commission électorale. Les réticences formulées par l'opposition guinéenne sont tout à fait légitimes et justifiées. Donc pour l'opposition guinéenne, il s'agit alors d'une hypocrisie politique orchestrée par le pouvoir de Conakry pour gagner du temps. Depuis la période électorale d'octobre 2020, le climat politique s'est détérioré en Guinée. Près de 400 personnes ont été arrêtées à la suite de manifestations contre la réélection du président Alpha Condé, chef de l'État dont la candidature pour un troisième mandat a été jugée anticonstitutionnelle par une partie de la population guinéenne. La campagne de vaccination pour lutter contre la pandémie de Covid-19 a débuté dans 5 pays du continent. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte, des Seychelles, de la Guinée et de Maurice. Pour soutenir les pays du continent, l'Union africaine vient d'annoncer l'obtention de 400 millions de doses de vaccins supplémentaires, ce qui porte à 670 millions le nombre de doses disponibles d'ici 2 ans. Un chiffre encourageant, mais bien loin des doses nécessaires pour atteindre l'immunité collective. Un sujet de Joël-Marie Ballot.
Pense à la pandémie de Covid-19. Les pays membres de l'Union africaine ont obtenu 400 millions de doses de vaccins supplémentaires. Cette annonce, faite par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, intervient à un moment où l'Afrique connaît une recrudescence des cas de contamination. Cette annonce porte ainsi à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les 2 années à venir pour les pays africains. 400 millions de doses supplémentaires de vaccins ont été obtenues auprès du Serum Institute of India. Si vous ajoutez ces 400 millions de doses aux 270 millions, je pense que nous commençons à faire de bons progrès. L'acquisition du vaccin indien contre la Covid-19 par l'Union africaine est financée via un mécanisme mis en place par l'Organisation panafricaine et la Banque mondiale. À travers cette initiative, l'Union africaine entend compléter le dispositif COVAX qui ne permettra de couvrir que 20% de la population du continent. Sachant que d'après les estimations des observateurs internationaux, l'Afrique aura besoin d'environ 1,5 milliard de doses de vaccins pour immuniser 60% de ces 1,3 milliard d'habitants. Il faut continuer à investir, continuer à travailler, à développer des recherches autour des moyens de protection de la population entière contre le coronavirus. On ne va pas seulement attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Les chercheurs locaux également doivent se mettre au travail, doivent bénéficier des financements du gouvernement pour trouver des solutions adaptées. L'acquisition d'un vaccin vient redonner un véritable espoir aux communautés africaines dont la plupart n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. Signalons qu'au 29 janvier 2021, les cas confirmés de Covid-19 en Afrique sont établis à plus de 3,5 millions pour plus de 88 000 décès. La Banque africaine de développement poursuit son engagement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en Mauritanie. Un prêt de 3,5 millions de dollars vient d'être octroyé au pays. Cette nouvelle enveloppe entre dans le cadre d'un projet lancé en 2017 dont la fin est prévue pour 2022. Plus de détails avec Amenej. En Mauritanie, la Banque africaine de développement favorise l'entrepreneuriat et stimule les créations d'emplois pour les jeunes. Lancé en mai 2017, le projet d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises porte déjà ses premiers fruits à mi-parcours de son exécution. L'initiative a permis d'employer plus d'1 millier de citoyens, selon le dernier rapport de la BAD publié le 7 janvier 2021. Je pense que c'est un projet assez ambitieux que la Mauritanie a décidé de faire. Ça va permettre de générer de l'emploi. D'ailleurs, le projet a permis de mettre en place certaines structures, de générer de l'emploi. Pas moins de 1000 emplois ont été créés dans différents secteurs et je pense que cela va être un boom pour les PME locales, pour l'emploi local et surtout pour la croissance qui va être renforcée du fait de la création de ces entreprises. Le projet a été financé par un prêt de la banque de 3,5 millions de dollars américains et un don de 714 000 dollars du Fonds africain de développement. À long terme, il vise la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes tout en offrant des services financiers inclusifs et le renforcement des capacités des acteurs institutionnels. Mais par contre, on peut se demander si avec l'épidémie du Covid-19, ce sera un projet qui va aboutir sur le long terme. Est-ce que ce sera un projet viable sur le long terme? Mais pour ma part, je pense que la plupart des projets, notamment les projets de développement d'entreprise, peuvent être différés. L'essentiel, c'est qu'il y ait des structures en place et même si ils ne peuvent pas générer beaucoup d'activités dans cette période difficile, ils pourront éventuellement resserrer les activités financières et peut-être attendre la période après épidémie du Covid pour essayer de relancer leurs activités. 3 ans après le démarrage du projet, le bilan fait état de 600 entreprises créées, 900 entrepreneurs dont 40% de jeunes et d'un soutien de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle. Le programme est prévu s'achever en octobre 2022, mais pour l'heure, retardé par la pandémie du Covid-19. 950 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale compte octroyer au Cameroun. Ces fonds doivent servir à financer 14 projets actifs dans le cadre de la coopération économique entre le pays et l'institution financière. Un sujet de Philomène Tiné.
Le volume du portefeuille de projets dont le Cameroun a bénéficié auprès de la Banque mondiale s'élève actuellement à près de 950 milliards de francs CFA pour 14 projets actifs selon le gouvernement camerounais. 66% de ces fonds représentent des prêts concessionnels, les 32% non concessionnels et les 2% sont constitués de dons. Un appui budgétaire de 2 milliards de francs CFA supplémentaires a aussi été mobilisé par la Banque mondiale en faveur du Cameroun. 16 importantes ressources au bénéfice du Trésor public camerounais accompagnent la mise en œuvre des réformes structurantes dans les sous-secteurs des finances publiques, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et des marchés publics. À noter que les prêts concessionnels dont a bénéficié le Cameroun auprès de la Banque mondiale sont encouragés par le Fonds monétaire international. Ils sont jugés plus avantageux et offrent des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. Plus en plus, on propose plutôt aux États africains de faire recours aux prêts à taux concessionnels parce qu'en fait, ce sont ces prêts qui ne coûtent pas cher. Ce sont ces prêts qui sont dédiés au développement. Lorsqu'un État comme le Cameroun a besoin d'un prêt pour pouvoir assurer le développement, c'est des emprunts concessionnels. Il n'est pas question d'aller chercher de l'argent sur les guichets commerciaux. Le Cameroun a intérêt à négocier de plus en plus les prêts concessionnels. Le Cameroun fait actuellement face à des défis considérables. Le pays doit faire passer son taux d'investissement à 30% en 2035 et la productivité doit atteindre 2%, indique la Banque mondiale. Ainsi, le Cameroun pourra accéder à la catégorie des économies à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2035. La capitale gabonaise, Libreville, prend de nouvelles mesures pour lutter contre le phénomène de racket, un phénomène de plus en plus décrié par l'opinion publique. Les autorités ont décidé d'interdire aux policiers de procéder à des contrôles routiers dans la capitale et ce jusqu'à nouvel ordre. Les policiers pris en flagrant délit risquent d'ailleurs la révocation. Les explications de Samantha Saboubanga. Au Gabon, le directeur de la voie publique, le commandant Nestor Ngoyabi, a annoncé l'interdiction des contrôles routiers à Libreville, la capitale du pays, jusqu'à nouvel ordre. D'après la note, les policiers qui ne respecteront pas cette nouvelle mesure risquent des sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation. Au sortir de cette décision, que l'on ressent, c'est qu'il y avait une volonté d'agir très vite et rapidement pour aider la population gabonaise et notamment de la capitale Libreville. Les autorités gabonaises étaient confrontées à deux problématiques majeures au sein de la capitale. La première, c'était bien évidemment les agissements des forces de l'ordre qui faisaient du racket auprès de la population. La seconde problématique était celle de l'augmentation du coût du transport qui impactait directement la population librevilloise. Ce que l'on peut noter dans cette décision prise par les autorités gabonaises, c'est que sur le plan de la communication et le message qui est véhiculé derrière cette décision, elle peut entraîner une recrudescence de la délinquance. Si depuis plusieurs années, l'opinion appelle à des mesures efficaces pour lutter contre le phénomène de racket, les hauts responsables ont décidé de mettre un terme à cette pratique. Ainsi, sur instruction de la haute hiérarchie des forces de police nationales, le commandant Nestor Ngoyabi a interdit les contrôles routiers. Une décision bien accueillie par les populations qui espèrent qu'elle sera respectée. La deuxième chose également, c'est que ça peut aussi générer une augmentation des situations d'infraction puisqu'il peut y avoir un sentiment d'impunité par les automobilistes. Enfin, cela aussi renvoie un message relativement négatif puisque l'État se doit d'assurer ses missions régaliennes en tant qu'État. De fait qu'il n'y ait pas de policiers qui puissent assurer la circulation au sein de la capitale, cela démontre une absence des autorités gabonaises et cela aussi démontre une relative impuissance. À cet effet, le commandant Ngoyabi a rappelé aux récalcitrants que tout policier pris en flagrant délit de contrôle sera immédiatement présenté devant un conseil extraordinaire et en cours de graves sanctions. Les différents responsables sont tenus de faire large diffusion auprès de leurs collaborateurs. Dans le reste de l'actualité, c'est une petite victoire pour le Malgache Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, CAF, a été rétabli dans ses fonctions ce vendredi 29 janvier suite à une levée de sanctions temporaires du tribunal arbitral du sport.
Rappelons que Ahmad Ahmad avait été sanctionné en novembre 2020 par la FIFA d'une interdiction d'exercer toute activité liée au football durant 5 ans à cause de multiples entorses au code d'éthique qui lui étaient reprochés. Le Malgache avait fait appel de cette décision du TAS. Notons que la décision définitive du TAS est attendue pour le 2 mars en cas de dénouement favorable. Ahmad Ahmad, qui pour l'instant reste inéligible, pourrait se présenter à l'élection présidentielle de la CAF le 12 mars 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.